d'écouter les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Un épisode un peu particulier aujourd'hui puisque je suis toute seule, je n'ai pas d'invité. Et la raison pour ça, c'est que j'avais envie de vous partager une étude qui nous a occupés chez Authentic Talent sur les 12 derniers mois, que j'ai trouvée passionnante et qu'on a partagée et co-construite avec un certain nombre d'acteurs de la fonction RH d'entreprises complètement différentes par rapport à la question du futur des ressources humaines. L'objet aujourd'hui, c'est de vous en donner un premier aperçu et puis évidemment de récupérer vos retours et de voir à quel point ça résonne pour vous aussi. On a un constat initialement qu'on avait envie de confronter, d'approfondir. Le constat, c'était que la fonction RH, on le dit beaucoup, va avoir des enjeux assez différents qui s'accélèrent, plus importants dans les années à venir et qu'elle va devoir se transformer, cette fonction RH. Et finalement, on est allé rencontrer une quinzaine d'entreprises clientes avec qui on a fait des ateliers, des workshops, on a réfléchi. Et j'ai envie de vous partager les résultats de cette étude. Peut-être un point de précision, on a rencontré des dirigeants RH, donc des DRH, des directeurs talent acquisition, etc., d'univers complètement différents, d'entreprises du CAC 40, du SBF 120, de TI, internationales. Et donc, on pouvait s'attendre à ce qu'ils aient des regards, perceptions assez différentes sur le sujet. Finalement, je pense que pour nous, la première surprise, c'est qu'il y avait un constat très, très homogène, donc beaucoup de consensus sur l'analyse. Donc, le consensus, il se pose déjà sur le fait que, oui, les compétences attendues pour la fonction RH demain, elles vont être de nature différente et il va être hyper critique de les acquérir. On a plein de chiffres pour appuyer ce constat, c'est-à-dire qu'on a plein de chiffres pour appuyer le fait que à quel point la fonction RH joue un rôle stratégique et considérée comme un partenaire stratégique de la direction va avoir un impact très fort sur la performance de l'entreprise. Donc en fait, la question de pourquoi est-ce qu'il faut changer, elle est assez vite résolue. Il y a un certain nombre de changements, et je ne vais pas tous les parcourir parce qu'on les connaît, ils sont nombreux, mais de changements sur les attentes des candidats, de changements sur la transformation, l'IA, la transformation des modes de travail, l'hybridation. Donc il y a tout un tas d'éléments dans l'écosystème qui font qu'on comprend que la fonction RH va devoir se transformer. Moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est que en faisant voter tous les acteurs de notre étude sur quelles seraient à leurs yeux les compétences les plus fondamentales, on s'est retrouvé très vite sur la même liste de compétences. Il n'y a pas eu beaucoup de débats et on s'est tous mis d'accord sur le fait que peut-être premier point, la fonction RH allait devoir développer une vision plus stratégique. Alors on en parle depuis longtemps, la RH devrait être un partenaire stratégique, mais en tout cas on s'est mis d'accord sur le fait qu'elle ne l'était pas assez. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il y avait un sens du business qui était attendu de la part des CEO pour leur DRH, qui n'était pas encore aujourd'hui au niveau attendu. On s'est rendu compte qu'il y avait un sujet aussi autour des capacités d'influence de la fonction RH. C'est pas juste avoir une vision stratégique, c'est comment je vais réussir en interne à pousser mes combats. Donc, on a listé une liste de compétences sur lesquelles on s'est mis d'accord, assez vite, encore une fois, et on s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait les équiper. Parce que finalement, le constat le plus drôle, je pense, le plus partagé, et je pense qu'il n'y a aucun RH qui ne sera pas de cet avis-là, en fait, quand on discute, c'est que la fonction RH est là pour s'occuper de tout le monde dans l'entreprise, et pour autant, c'est la fonction dont on s'occupe le moins. C'est la fonction sur laquelle on investit le moins, et donc le développement des compétences de la fonction RH se fait de façon beaucoup moins importante. Au mieux sur des compétences techniques, sur des compétences métiers, mais le vrai investissement justement sur ces compétences un petit peu plus stratégiques est difficile à mettre en place. Donc, premier point dans l'analyse, c'est il va falloir investir beaucoup plus. À la fois, je parlais des RH, mais sur toute la population des HRBP, sur tous les successeurs finalement, sur toute la relève des DRH de demain. Le deuxième point qui est ressorti, mais très massivement, c'est qu'il manque un espace d'ouverture pour la fonction RH. C'est-à-dire que très souvent, les équipes RH sont engluées dans de l'opérationnel, très souvent sous-staffées pour gérer une multitude de choses très concrètes et ont très peu de possibilités de prendre du recul, d'avoir de la hauteur de vue, de benchmarker déjà sur leur secteur, hors de leur entreprise, hors de leur pays. Ça veut dire que finalement, on tombe assez vite sur des copier-coller de ce qu'on a toujours fait dans la fonction RH et quand on décide d'innover un petit peu, on n'innove pas tant que ça ou de façon très minoritaire.
Et ça, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas la bande passante pour le faire. Il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de safe place pour les RH pour aller confronter leurs pratiques ailleurs. C'est probablement ça qui fait que la fonction RH innove parfois beaucoup moins que les autres fonctions de l'entreprise. Et c'est un vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on va réussir à créer cet espace-là, même si aujourd'hui, bien sûr, il y a des communautés, il y a des réseaux qui vont se mettre en place, mais qui ne vont pas permettre systématiquement le même degré d'ouverture sur l'ensemble des sujets RH qui bougent. Or, ça bouge très vite. Donc voilà, ce besoin d'ouverture, il est présent et c'est vraiment un manque qui est ressenti. Et puis le dernier point, c'est la façon dont la fonction RH est considérée aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'acteurs de la fonction RH qui regrettent de parfois être mal considérés. Alors, il est assez facile d'aller taper sur la fonction RH dès qu'il y a un petit problème, un dysfonctionnement, quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Et pour autant, on a du mal à leur laisser la place, reconnaître ce qu'ils apportent. Et ça les inhibe probablement beaucoup dans ce qu'ils vont pouvoir apporter. Donc il y a un vrai sujet de la valorisation de la fonction RH. Et en même temps, on tourne un petit peu en rond quand on dit ça, parce que les RH disent « j'aimerais qu'on me laisse une place plus stratégique dans l'entreprise ». Comment est-ce qu'ils font pour la prendre, cette place ? Et montrer qu'en fait, ils méritent d'avoir la possibilité de challenger, de créer de la stratégie, etc. Donc il y a un vrai sujet, c'est pas juste une question de est-ce qu'on me la donne, est-ce qu'on me la donne pas cette place, mais il y a aussi comment est-ce que je vais montrer que je la mérite, que je peux influencer et que je peux apporter des vrais éléments pour les choix de l'entreprise. Et face à tous ces constats, je pense qu'on arrive forcément à la conclusion qu'il va falloir investir dans des programmes qui vont être conséquents. On ne peut pas simplement se contenter d'envoyer mon DRH dans une formation ou mon HRBP ou peu importe, dans une formation 2 jours par an et se dire qu'on a fait le boulot. Très souvent, finalement, c'est des populations qui prescrivent du coaching à l'ensemble des dirigeants, mais qui eux-mêmes n'en ont jamais bénéficié, qui prescrivent des démarches d'assessment pour mieux se connaître, avoir finalement une approche beaucoup plus intentionnelle de son propre développement, mais en même temps, eux n'ont jamais bénéficié d'un assessment. Donc finalement, il y a beaucoup d'éléments qu'il va falloir leur appliquer à eux-mêmes, leur proposer à eux-mêmes, et ça pourra uniquement permettre d'accélérer. Ça veut forcément dire être d'accord pour mettre un montant suffisant. Et ça, c'est la question qui m'a vraiment interpellée aussi quand on discutait avec, encore une fois, ces 15 entreprises, quand on leur disait est-ce que ce serait légitime d'investir, mais d'investir beaucoup plus sur la fonction RH ? Est-ce que, fort de tous ces arguments, fort de ce constat qu'on vient de développer ensemble, vous pensez que vous pourriez convaincre le CEO de mettre un vrai budget sur la table pour préparer la fonction RH à ces enjeux de demain ? La réponse, elle était finalement assez unanime. C'est oui, en fait, une fois qu'on a tous ces éléments, une fois qu'on a tous ces chiffres clés, je vois pas comment ça pourrait nous être refusé. Moi, ça m'amène aussi la question de est-ce que la fonction RH est capable de se battre pour elle-même, pour ses propres bénéfices, pour ses propres enjeux, ou est-ce qu'elle a parfois aussi tendance à se faire passer après, à ne pas se sentir légitime. Moi, régulièrement, quand je discute avec des acteurs de l'écosystème, des RH en entreprise, ils me disent « je sais pas si je peux m'offrir d'investir un peu plus sur mon développement cette année, ou de prendre un petit peu plus de temps pour sortir, aller des conférences, etc. Je sais pas si c'est ce qu'on attend de moi, et si je vais m'offrir ce luxe. » En fait, c'est pas un luxe. En fait, c'est ce qu'ils proposent à l'ensemble des managers de l'entreprise, mais ils vont avoir du mal à se l'octroyer à eux-mêmes, en fait. Donc, il y a un vrai sujet aussi d'auto-valorisation de la part de la fonction RH, qui s'est peut-être un petit peu enfermée dans je le mérite pas, on me le proposera pas, et donc je vais pas le faire. Donc en tout cas, fin de l'étude, et puis on pourrait partager beaucoup plus d'éléments, et notamment sur les compétences clés. Ce qui est important, c'est de garder en tête que ce constat, il est hyper partagé, il va falloir bouger assez vite. Ça nécessite pas simplement d'aller demander des budgets, mais aussi que la fonction RH arrive pour elle-même à prioriser ce sujet, à s'offrir ce temps, à se dire que c'est pas juste la cerise sur le gâteau comme investissement de l'année prochaine, mais que c'est capital, et qu'en fait, si vous le faites pas, dans 2 ans, l'ensemble de votre force RH ne sera pas capable de gérer les challenges qu'ils vont avoir à gérer. Et puis, autre point, je pense, important par rapport à tout ce qu'on se dit dans l'ère du moment où on parle beaucoup d'IA, par exemple. Le sujet autour des RH, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sujets à la mode qui reviennent. Donc, il y a des phases où on parle d'intelligence émotionnelle, et puis après, on parle de psychological safety. Après, on se dit vite, il faut être excellent sur l'IA. Et puis après, il faut repenser toutes les techniques d'hybridation, work from home, work from everywhere, etc. Il y a une foultitude de petits sujets, entre guillemets, qui ne sont pas des petits sujets. Je pense qu'il faut avoir une approche quand même un peu plus haute. La question, c'est qu'on n'attend pas forcément du DRH de demain d'être un expert de l'ensemble des sujets. Il pourra toujours s'appuyer sur des experts internes, externes, etc. Le sujet, c'est peut-être plus de l'aider à développer sa curiosité, son ouverture, de développer sa capacité, sa volonté d'innover dans la fonction,
Encore une fois, une vision stratégique, une capacité à se projeter, à faire des liens avec le business, plus que forcément d'aller se centrer sur l'ensemble des sujets parce qu'il y en aura toujours beaucoup et beaucoup qui vont arriver au fur et à mesure et qui peuvent vous noyer. Donc je pense que c'est aussi un changement de posture et de sortir de cette volonté d'acquérir toujours beaucoup de compétences, on va dire un petit peu plus spécifiques, métiers, techniques, et de réussir à prendre encore un peu plus de hauteur et à changer de posture. Donc finalement, ça c'est les grands enseignements qu'on peut tirer de ces nombreux échanges qu'on a eus sur les 12 derniers mois avec l'ensemble de nos clients. Voilà, c'est un sujet important. C'est difficile de bien le résumer aussi parce que y a des RH qui vont être tout à fait en avant-garde sur ces sujets-là et donc ça peut pas être une vérité absolue partout. Il y a des secteurs où il y a beaucoup plus de maturité, mais je trouve que ça a amené quand même beaucoup de clés d'apprentissage, beaucoup de prise de conscience aussi chez notre audience et voilà et l'ensemble de notre entourage qui ont trouvé ça assez interpellant. Donc je serais ravie d'avoir vos retours sur le sujet et voir à quel point ça résonne vis-à-vis de ce que vous vivez au quotidien. Donc c'est la fin de cet épisode avec un format un peu différent d'habitude, sans invité. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, on en refera peut-être d'autres, ouverte à vos feedbacks en tout cas. Et en complément, on a un petit cadeau à vous faire dans ce podcast. On a demandé à l'ensemble des invités de vous préparer leurs meilleurs conseils, meilleures ressources qu'ils souhaitent vous partager. Et vous retrouverez tous ces éléments dans une super ressource dont le lien est accessible via la description de cet épisode. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!